dernière intervention de cette séance. Donc, on passe la parole à Marie-Laure Lavenir, qui est directrice générale d'ICOMOS International depuis septembre 2014. Son intervention va porter sur les orientations de l'ICOMOS sur la reconstruction post-conflit des villes historiques. L'année dernière, le comité du patrimoine mondial s'est réuni à Istanbul et avait demandé à ce que s'engage une réflexion sur la rédaction de nouvelles orientations sur la question de la reconstruction des sites du patrimoine mondial. Et l'UNESCO a répondu à cette invitation en réunissant en septembre dernier un comité d'experts qui a produit un document d'orientation sur la reconstruction post-traumatique des sites du patrimoine mondial. Et Madame Lavenir va nous présenter ce document et les orientations qu'il propose. C'est parti pour 20 minutes. Bon, j'espère que vous avez encore 20 minutes de patience parce qu'on vous a privé de la pause, donc ma position en dernier est un peu risquée, mais j'y vais quand même. Donc je remercie aussi Marie et Zaki d'avoir organisé cette journée de réflexion et de travail en commun sur un sujet qui est effectivement un sujet très important. Donc moi je vais vous parler effectivement du travail en cours de l'ICOMOS pour l'élaboration d'un document d'orientation sur la reconstruction des sites du patrimoine mondial. Donc c'est un travail en cours d'ailleurs auquel collaborent plusieurs personnes qui sont dans cette salle. Donc je vais parler sous leur contrôle et j'espère qu'elles pourront compléter après mon intervention ce que j'aurais oublié de dire, parce qu'il y a Jade, Samir, Zaki qui étaient avec nous à l'atelier de septembre. Voilà, donc le souci de l'ICOMOS, c'est d'apporter des éléments de réponse concrets, d'abord en tant qu'organisation consultative. Oui, je n'ai pas présenté l'ICOMOS. Donc l'ICOMOS, c'est la principale organisation professionnelle des professionnels de la conservation. Donc elle a d'abord un rôle d'animation de ce réseau mondial avec 130 comités dans le monde, dans 130 pays, des comités nationaux, à peu près 10 500 membres. Et puis par ailleurs, ICOMOS a un rôle particulier qui est celui d'organisme consultatif de l'UNESCO pour tout ce qui touche à la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial pour les biens culturels et mixtes. Donc je pense que vous n'attendez pas de moi que je vous fasse maintenant un exposé sur la complexité de la question de la reconstruction. J'ai vu qu'il y avait d'autres interventions sur ce sujet-là d'ailleurs. Je vais peut-être juste vous raconter une petite histoire. Ce sera la pause que vous n'avez pas eue. Parce que j'ai eu l'occasion pendant les vacances de Noël de relire les nouvelles de Maupassant. Et en fait, j'en ai relu une que j'ai trouvée très emblématique de cette question de la reconstruction et de son articulation avec la question de l'authenticité, même si évidemment ça ne porte pas du tout sur ces sujets-là. C'est une petite nouvelle qui s'appelle La Parure, je ne sais pas si vous la connaissez, et c'est l'histoire d'une femme de condition modeste, en tout cas plus modeste qu'elle ne souhaiterait, une sorte d'Emma Bovary, qui un jour exceptionnellement est invitée à un bal auquel normalement elle n'aurait pas dû être invitée. Donc, le problème c'est qu'elle ne peut pas, elle n'a pas les bijoux qu'elle devrait porter en une telle circonstance. Donc, elle décide d'emprunter à une amie la rivière de diamants qu'elle doit avoir avec la robe qu'elle va porter. Donc, elle emprunte cette rivière de diamants. Le bal se passe très bien, elle est magnifique, etc. Mais ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que quand elle rentre chez elle, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus autour du cou la rivière de diamants qu'elle doit rendre à son amie le lendemain. Donc là, c'est la catastrophe. Avec son mari, ils décident d'engloutir toutes leurs économies, de faire un emprunt absolument énorme pour racheter cette rivière de diamants, qu'elle va donc racheter pour rendre à son amie. Et après, leur vie est une vie de misère où ils économisent sou à sou, ils travaillent d'arrache-pied pour réussir à rembourser cet emprunt démesuré qu'ils ont dû faire. Et quand 10 ans après, elle rencontre son amie qui lui dit « Oh, mais comme tu as l'air vieille, comme tu as l'air fatiguée, etc. » Elle se permet de lui raconter l'histoire en disant « Oui, j'ai vécu 10 ans terribles, etc. » Et à ce moment-là, son amie éclate de rire et lui dit « Oh, ma pauvre, mais c'était un faux que je t'avais prêté, évidemment. » Voilà, donc c'est beaucoup mieux raconté par Maupassant que par moi, mais je trouve que c'est une histoire qui finalement ouvre un peu, peut inciter à une petite méditation sur cette question de l'authenticité. Alors, le contexte
dans lequel l'ICOMOS a engagé ce travail, il y a plusieurs éléments qui ont déjà été rappelés par les uns et les autres. Le premier, évidemment, c'est la situation inédite quant à l'ampleur des destructions. Donc, Zaki et Ayet vous ont montré des images qui sont suffisamment éloquentes sur ce sujet, donc je ne vais pas développer. Et à côté de ça, en ce qui concerne la doctrine du patrimoine mondial, on a des orientations qui sont assez succinctes et assez restrictives. Donc, vous les connaissez sans doute, mais je les ai rappelées à l'écran. C'est le paragraphe 86 des orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Et c'est le seul paragraphe qui traite de la reconstruction. Et donc, ce qui est dit, c'est en ce qui concerne l'authenticité, la reconstruction de vestiges archéologiques ou de monuments ou de quartiers historiques n'est justifiable que dans des circonstances exceptionnelles. La reconstruction n'est acceptable que si elle s'appuie sur une documentation complète et détaillée et n'est aucunement conjecturale. Ce sont donc des conditions assez restrictives. Et à côté de ces orientations, on a en fait une évolution assez sensible dans l'approche du Comité du patrimoine mondial en matière de reconstruction, avec des décisions dont on voit qu'elles s'inscrivent dans une perspective beaucoup plus large que celle des orientations actuelles. Je vous ai rappelé là à l'écran quelques exemples de décisions récentes de 2014 et 2015 pour un exposé plus complet d'ailleurs sur ce sujet-là. Je vous conseille de vous rapporter à une intervention qu'a faite Madame Rossler à une table ronde organisée par Christina Cameron à Montréal l'année dernière, dans laquelle il y avait une présentation beaucoup plus exhaustive des décisions du comité sur la reconstruction. Là, je vous en ai choisi 4. Donc la première qui concerne le cas dont Lazare vous a parlé longuement, de la reconstruction des mausolées à Tombouctou, qui est donc accueillie avec satisfaction par le Comité du patrimoine mondial en 2014. Vous avez aussi l'exemple de la reconstruction des tombes des rois du Bouganda en Ouganda, qui est également accueillie favorablement. Et puis, les deux autres qui datent de 2015. La première concerne des projets de reconstruction au Kremlin et sur la place Rouge, où là, le comité demande au contraire à l'État partie de suspendre les projets de reconstruction. Et le dernier exemple, c'est celui de Kiev, en Ukraine, où là également, le comité exprime sa préoccupation quant à la reconstruction. Donc mon objectif ici, ce n'est pas de vous faire croire que les décisions du comité seraient contradictoires et incohérentes. C'est au contraire de vous montrer, d'une part, qu'il y a un décalage très grand entre les orientations telles qu'elles sont rédigées aujourd'hui et les décisions du comité, parce que justement, les décisions du comité s'inscrivent dans une perspective renouvelée et avec une approche beaucoup plus nuancée au cas par cas, qui tient compte des spécificités et des particularités de chaque situation. En gros, à chaque fois, le raisonnement du comité, l'analyse, le raisonnement du comité, ça va être d'essayer de voir si la reconstruction peut être une démarche qui va renforcer la valeur universelle du bien, ou si c'est au contraire une reconstruction qui va porter atteinte à l'intégrité, l'authenticité et donc à la valeur exceptionnelle du bien. Donc, en conclusion, on voit donc cette nécessité impérieuse de réévaluer le paragraphe 86, donc dont la rédaction n'a quasiment pas changé depuis 1977, que je vous ai montré tout à l'heure, et ce qui explique donc la décision du comité en juillet dernier à Istanbul de lancer une réflexion plus approfondie sur la reconstruction, afin que soit envisagée l'élaboration de nouvelles orientations destinées à refléter les défis multidimensionnels que représente la reconstruction en tant que processus à mettre en œuvre dans le cadre de la valeur universelle exceptionnelle des biens. Donc c'est dans ce contexte-là que l'ICOMOS a engagé la démarche dont je vous parle aujourd'hui, qui est d'élaborer un document d'orientation qui sera un outil de base pour le comité pour procéder à cette réévaluation des orientations. Donc, nous avons donc réuni en septembre dernier un atelier de professionnels et d'experts de la conservation, d'horizons professionnels et géographiques variés.
Et nous avons passé 3 jours de discussion très intenses pour rassembler des matériaux qui ont donné lieu donc à un document qui fait à peu près une vingtaine de pages, qui est encore en phase d'élaboration. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous en parler. Donc je suis venue, mais je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que je vous parle de quelque chose qui est finalisé, parce que le document est en cours de relecture, d'ailleurs, par certaines des personnes qui sont dans cette salle. Et donc, voilà, il est susceptible d'évoluer. Sa forme finale pourra être éventuellement différente de celle que je vous décris aujourd'hui. Donc, prenez-le vraiment comme tel. Donc, c'est un document classique avec un préambule, mais qui est assez important parce que, je vais vous en parler tout de suite, il pose bien le cadre assez particulier dans lequel on élabore ce document. Après, voilà, un rappel du contexte, des objectifs, et puis le guide d'action, le mode opératoire en tant que tel. Alors, le préambule, effectivement, il insiste sur plusieurs éléments. Le premier, c'est que finalement, la reconstruction n'est pas seulement une technique de conservation. En fait, elle s'inscrit dans une perspective plus large, qui est la transmission d'un patrimoine dont les attributs ont été endommagés ou détruits. Donc, c'est eu égard à cette transmission qu'on doit finalement apprécier la reconstruction. Est-ce que la reconstruction va permettre une meilleure transmission, ou est-ce qu'elle va au contraire dégrader la transmission du patrimoine ? Le deuxième élément important, c'est de constater que la réflexion sur la reconstruction, elle s'est depuis l'origine nourrie de l'expérience qui est accumulée au fil du temps, et qu'à chaque période donnée, les documents qui sont élaborés répondent, s'inscrivent évidemment dans la perspective de la réflexion déjà engagée, mais apportent aussi des éléments de réponse qui sont spécifiques à l'époque dans laquelle ils sont produits et aux questions particulières de cette époque. Donc, la charte d'Athènes était peut-être à l'origine surtout préoccupée par la dégradation du patrimoine au fil du temps. Donc, la charte de Venise, elle avait besoin il était nécessaire dans la charte de Venise de reposer des principes qui n'avaient pas pu être imaginés avant les désastres et les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, tout en sachant que la charte de Venise était elle-même élaborée à un moment où l'époque était peut-être plus optimiste, mais où on pensait que ces désastres et ces destructions qu'on avait connues ne se reproduiraient jamais. La charte de Washington, elle, est plutôt centrée sur les problèmes de développement urbain, donc qui étaient les problèmes des années 80. Le document de Nara se penche donc sur la question vise à renouveler la compréhension de la notion d'authenticité pour mieux en articuler les aspects immatériels et matériels. Donc voilà, on voit bien que chaque document a finalement un zoom, un angle de vue qui est lié à l'époque dans laquelle il est produit. Et donc c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, on éprouve aussi le besoin de faire évoluer l'angle de vue et l'approche compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant et de la façon dont on appréhende aujourd'hui l'articulation entre les aspects immatériels et matériels du patrimoine, et aussi le rôle des communautés locales. Le rôle des communautés locales, il est à peine évoqué dans la charte d'Athènes, il est à peine mentionné. Dans la charte de Venise, il est déjà un peu plus. On voit que c'est un des axes principaux de la charte de Washington. Donc vraiment, les choses changent et chaque document est produit à une époque donnée pour répondre aux questions de son époque. Voilà, alors le document qui est élaboré, il est effectivement centré sur les biens du patrimoine mondial. Ceci dit, il n'y a pas de différence de nature entre un bien du patrimoine mondial et un autre bien du patrimoine. Donc, les participants à l'atelier ont tous espéré que le document produit pourrait être intéressant, jugé intéressant dans d'autres optiques de reconstruction que celles qui concernent spécifiquement des biens du patrimoine mondial. Voilà, et l'objectif, en définitive, c'est d'établir un mode opératoire qui se veut pragmatique. Donc, dans ce que je vais vous dire par la suite, vous n'allez pas trouver des choses révolutionnaires que vous n'avez jamais entendues ailleurs. Il s'agit plutôt de rassembler des éléments de réflexion qui ont déjà été produits à droite à gauche, mais pour avoir quelque chose de complet et surtout d'avoir quelque chose qui est susceptible d'être décliné selon les particularités de chaque situation.
selon l'ampleur des destructions, qui peuvent être limitées ou très étendues, qui peuvent être liées à des destructions naturelles ou au contraire à des conflits armés. Ça implique des différences, c'est ce que Marie soulignait tout à l'heure. Donc, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir le décliner et après, dans chaque situation, d'établir le mode opératoire spécifique qui répondra aux défis de la situation. Voilà, donc finalement, en parlant après Lazare, je ne vais pas avoir besoin de vous détailler tout ce qui est à l'écran parce que je pense qu'à travers l'exemple des mausolées de Tombouctou, on a eu une description très exemplaire et très complète de ce que peut être ce processus à mettre en œuvre pour pour conduire à un plan d'action accepté par l'ensemble des parties prenantes. Je crois que vraiment ce que Lazare nous a décrit est un exemple tout à fait emblématique de ce qu'il y a dans ce document d'orientation en cours d'élaboration. Donc effectivement, la première étape, c'est d'identifier les attributs de valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire les éléments qui sont constitutifs de la valeur patrimoniale des biens, savoir ce qu'ils étaient à l'origine, ce qu'il en reste aujourd'hui. Ça permet de définir peut-être très rapidement des réponses d'urgence qui peuvent aussi être de la préparation au risque, parce que ce qui a été très souligné pendant l'atelier de septembre, c'est qu'on est aujourd'hui dans une époque où finalement c'est beaucoup plus difficile de faire la différence entre des périodes de conflit et des périodes post-conflit, où on se dit voilà, le conflit est terminé, maintenant on va reconstruire, etc. En fait, les conflits peuvent être endémiques, donc on va reconstruire tout en sachant qu'au même moment, d'autres biens peuvent être détruits à un autre endroit ou seront détruits prochainement. Et même pour les catastrophes naturelles, on est un peu dans ce genre de situation, c'est-à-dire que les tremblements de terre à répétition en Italie montrent bien que voilà, on ne peut pas considérer à un moment que c'est terminé. Donc la frontière entre réponse d'urgence et préparation au risque, elle est finalement très poreuse, et beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer dans les documents précédents. Donc après, on arrive à tout ce qui est évaluation des impacts et documentation de cette évaluation, ce que Lazare a décrit avec beaucoup de précision, et donc l'identification des options de reconstruction possibles, qui vont varier évidemment selon la situation et qui doivent tenir compte des contraintes financières, des priorités qui sont données par les parties prenantes, sachant que les priorités des parties prenantes ne vont pas forcément coïncider. Il y a aussi tout un processus pour arriver à définir un consensus sur ce que sont les priorités, les priorités des communautés locales ne sont pas nécessairement celles des experts internationaux qui sont dépêchés sur place. Et l'exemple de la reconstruction qui est en cours au Népal le montre bien. Finalement, pour les populations locales, la priorité, enfin on l'a bien vu à un colloque que l'ICOMOS avait organisé l'année dernière, la priorité pour les populations locales, c'était de reconstruire les temples centraux. En fait, c'était pas du tout comme les experts internationaux se l'étaient imaginé, de commencer par reconstruire le tissu urbain, de reloger les populations. Non, ils ont dit, nous, on ne pourra pas continuer à vivre ici si d'abord on ne reconstruit pas les temples. Et donc pour chaque option, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle une HIA, Heritage Impact Assessment, évaluation d'impact, voilà, qui permettra de voir finalement quelle est l'option qui s'avère préférable et qui convient donc de retenir avec, une fois qu'elle est identifiée, et comme l'a dit Lazare encore, l'élaboration du plan d'action concret qui va permettre étape par étape de déterminer comment on va procéder. Donc, ce qui est important, compliqué, parfois complexe dans ce processus, c'est d'abord tout ce qui touche à l'identification des parties prenantes, qui sont les communautés locales, les autorités gouvernementales, les autorités régionales, les agences internationales. Zaki a bien parlé de l'importance de cette approche intégrée qui doit permettre de réunir voilà, tous les gens concernés, pour dire vite, autour d'une table,
Pendant l'atelier de septembre, on a aussi pas mal parlé des populations déplacées qui sont aujourd'hui un élément important dans pas mal de situations de destruction, savoir comment est-ce qu'il convient de les impliquer dans le processus de reconstruction. Après, donc, la définition des responsabilités organisationnelles, elle vise à définir d'une part les responsabilités de chacun et surtout la communication entre les différents acteurs, parce que tout ce qui va concerner l'échange d'informations et la coordination entre les acteurs. Le déploiement des compétences et des expertises, donc ça va toucher à tout ce qui est articulation entre les compétences locales et les compétences d'experts internationaux. Ça aussi, c'est une question qui peut être assez complexe, parce qu'effectivement, comme a dit Lazare, c'est très important d'utiliser au maximum les compétences locales. Ceci dit, quelquefois, les compétences locales, elles sont elles-mêmes en attente de compétences internationales. Par exemple, au Népal, il est clair que les populations qui ont déjà vu leur maison s'effondrer plusieurs fois, elles demandent aujourd'hui qu'on les reconstruise un peu différemment et peut-être d'une façon qui permettra de faire mieux face aux tremblements de terre futurs. Donc, il ne faut pas non plus penser que les compétences locales veulent exclure les compétences internationales. Et puis après, il y a tout l'aspect utilisation optimale des ressources, sachant qu'effectivement tout ceci se fait généralement sous contraintes financières fortes et sachant que la reconstruction du patrimoine elle-même s'intègre, comme l'ont dit Zaki et Lazare, dans une reconstruction plus globale qui n'est pas seulement celle du patrimoine mais de toute l'activité économique et de la vie sociale. Donc les ressources ne sont pas illimitées. Voilà, en conclusion, donc je réinsiste sur le fait que le document dont je vous ai parlé est encore un document en cours d'élaboration. L'objectif de l'ICOMOS, c'est de pouvoir le transmettre au Comité du patrimoine mondial au printemps pour qu'il puisse être étudié lors de la prochaine réunion du comité à Cracovie. C'est un document qui nous a paru nécessaire pour combler le fossé dont je vous ai parlé au départ, donc qui n'est pas finalisé. C'est un document qui doit être décliné selon les paramètres de chaque situation. Je crois que tout le monde est vraiment conscient aujourd'hui qu'on ne pourra jamais établir un document unique qui répondra à tous les cas. Et c'est un document qui veut contribuer à mieux appréhender la reconstruction comme un processus collectif de transmission du patrimoine. Merci beaucoup.